Docteur Joël Monzé, docteur en neurosciences, accessoirement ami depuis quelques années. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ben, merci de m'accueillir, c'est vraiment le fun. Ça me fait plaisir et je suis toujours dans la gratitude, encore une fois, de pouvoir apprendre plein de choses avec des personnes intéressantes. Et ce matin, ben, c'est avec toi que ça va se passer. Donc, pour cet enregistrement podcast en prévision du Congrès de la santé intégrative 2027, 22-23 janvier prochain, où tu seras conférencier. Et dans cette série de podcasts, ben, on est rendu à en apprendre plus sur ton parcours et... parcours que je qualifierais d'atypique. Oui. Compliqué, pas complexe. Complexe, c'est peut-être un peu trop dire, mais dans ma préparation biographique, je me promenais déjà entre le vieux continent et ici, entre l'Europe et la Belgique plus précisément. Et parce que plusieurs personnes ne te connaissent pas encore suffisamment, prenons 1 ou 2 minutes déjà pour voir de où tu arrives et où tu en es maintenant. En fait, d'où j'arrive, je te dirais que, premièrement, on l'entend peut-être encore avec mon accent, je viens de Belgique, j'ai grandi à Liège pendant plusieurs années, puis je suis arrivé au Québec vers 25 ans. Mais avant ça, en fait, j'ai grandi dans une famille qui était totalement dysfonctionnelle. Pour moi, ça n'avait aucun bon sens, ce que je vivais. Et la chance que j'avais, c'était d'être assez lucide pour essayer de trouver des alternatives à la réalité dans laquelle j'étais. Et donc, j'avais bien partitionné ce qui se passe dans ma maison, puis qu'est-ce que je peux faire ailleurs. Puis j'ai passé beaucoup de temps, en fait, à observer les gens. Donc, à partir de mes 11, 12 ans, 13 ans, je passais du temps. J'observe. Tiens, pourquoi est-ce que tel parent se comporte bien avec son enfant? Tiens, pourquoi est-ce que tel enfant se sent bien et se sent en sécurité avec son parent? C'est toute une série de choses. Et vers mes 14 ans, en fait, il y a eu 2 événements. Le premier, c'est une télésérie qui est sortie qui s'appelle Pause Café, où ici, on dirait une travailleuse sociale, en France ou en Belgique, on dirait une assistante sociale, était dans les écoles et son rôle, en fait, c'était de défendre l'intégrité psychologique des élèves de son bahut. Et je la trouvais incroyable, d'autant plus qu'elle s'appelait Joël Mazar. Donc, quelque part, il y avait un petit côté assez intéressant. Mais dans sa manière de voir le jeune, de sa manière d'identifier les besoins du jeune et pourquoi, en fait, il réagissait de cette telle ou telle manière, mais pour moi, ça me confortait qu'on peut faire les choses autrement, mais que si un jeune, éventuellement, a un parcours peut-être un peu plus compliqué, il y a une raison pour laquelle ce parcours-là est plus compliqué. Je me souvenais aussi à l'époque comment est-ce qu'avec certains professeurs, je me sentais en sécurité, comment avec d'autres professeurs, je ne me sentais pas en sécurité. Donc, quand je disais tantôt, ma lucidité faisait en sorte que j'étais capable de pouvoir faire cette analyse-là. Et j'avais mes premières réponses, en fait, avec la télésérie et les romans que j'ai achetés par après de Georges Coulonge. Et dans le même moment, j'ai eu mon premier cours de neurosciences. Là, j'ai tripé. J'avais 14 ans. Je pourrais te dire à quelle classe j'étais dans mon collège. Ça a vraiment été quelque chose. Wow, c'est vraiment un coup de foudre. Et donc, les 2 choses étaient là en parallèle. Et c'est toujours revenu, en fait, ces 2 éléments-là. C'est comme si ça apportait des réponses beaucoup plus concrètes à tous les questionnements que je pouvais avoir comme jeune ado du non-sens dans lequel je grandissais. Et j'ai commencé à orienter ma carrière pour essayer de rejoindre les 2. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 35-40 ans, il n'y avait rien, il n'y avait aucun pont entre le côté vraiment psychologique et le côté vraiment neuroscientifique. Les psychologues, quand ils observaient les jeunes et les moins jeunes ou qui faisaient des études, souvent c'est le fameux SOR. Donc on a un stimulus, on a une boîte, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe dans la boîte et puis on a une réponse. Donc, OK, c'est bien beau, j'ai un stimulus, j'ai une réponse, mais c'est quoi qui se passe dans la boîte? Et l'envie de comprendre et ainsi de suite, ce qui fait que, bon, chemin faisant, j'ai voulu prendre cette orientation-là. Et puis, bon, j'ai pas grandi dans une famille dysfonctionnelle pour rien. J'ai des parents qui se sont opposés à mon projet de vie. Et la grosse... Je t'interromps, mais tu aurais pu vouloir devenir assistant social, là, si on parle de la nomenclature européenne. Mais c'était pas ça que je voulais faire de manière spécifique. Il y avait vraiment quelque chose... j'ai construit ma carrière là où je voulais aller, même si je ne connaissais pas encore exactement où est-ce que ça en allait. Mais ça, ce n'était pas, en fait, une option pour moi. Pas parce qu'elle n'est pas belle. Je dis, les travailleurs sociaux font un travail incroyable, mais c'est pas nécessairement ça que je voulais faire. C'était d'aller plus loin dans la compréhension mécanistique, si on veut, là, de tout ça, là, des comportements et du vécu. Là. Mais en étant très groundé sur le terrain aussi.
Donc, puis comme mes parents m'ont interdit d'aller faire mon cours en psycho traditionnel ou même éventuellement mon cours peut-être plus bio-neuro, ils m'avaient dit, t'es ingénieur ou t'es prof. Je suis allé dans une fac où j'étais capable de pouvoir faire ce qu'on appellerait ici au Québec un double programme en éducation et en psycho. Et donc, j'ai commencé à associer beaucoup ce genre de choses-là. Et à travers des projets de recherche avec un de mes profs qui tripait sur les interactions qu'on pouvait avoir ensemble, on a commencé à mettre en fait un certain nombre d'éléments, comment l'estime de soi fait en sorte qu'un élève reste dans un programme, s'engage dans ses études. Et chemin faisant, une fois que j'ai terminé mon bac, parce qu'en Belgique, à l'époque, on ne pouvait pas travailler en dehors de 4 semaines pendant l'été. Donc, j'étais pieds et poings liés à devoir faire rester en fait chez mes parents. Et on était majeur qu'à 21 ans. Donc, je ne pouvais pas signer un engagement dans une université pour pouvoir faire les études. Donc, mais en même temps, j'ai aucun regret parce que le fait d'avoir fait pendant 3 ans de la pédagogie, j'ai compris comment on enseigne, comment on écrit, comment on développe en fait un certain nombre de programmes que je peux utiliser. Enfin, à l'époque, j'ai utilisé avec des enfants, mais par la suite, que j'ai utilisé avec des adultes, que ce soit à l'université, que ce soit dans mes livres, et ainsi de suite. Il y a une suite logique, il y a une suite didactique qui va rester là présente, en fait. Le contenant, finalement. On a appris à construire le contenant du passage d'information, de la pédagogie, finalement. Tout à fait. Qui après ça a amené, oui. Puis après, en fait, une fois que j'ai terminé mon bac, là, j'ai fait ma première maîtrise en psychomotricité. Et donc, là, bac en enseignement. Je veux juste bien retracer. Fait que là, on a un bac en enseignement. Après ça, une maîtrise en psychomotricité. Une maîtrise en psychomotricité qui était une maîtrise qui est accessible aussi bien pour les gens qui avaient fait psycho, kinésiologie, kinésithérapie, donc physiothérapie. Donc, à cheval entre le psychologique et le moteur. Mais très intégratif. Okay, c'est ça qui était intéressant, c'est que ça commençait à rejoindre ce que moi je voulais faire. Et mon patron de l'époque, en fait, m'a donné un modèle qui a été créé en fait par Jacques Paillard, qu'il a réactualisé jusqu'en 94, qui expliquait les séquences à l'intérieur de la boîte. D'accord? Donc, à partir de là, je dis, OK, là, il y a vraiment quelque chose. Je reviens dans les neurosciences, je reviens dans ce que j'aime, et ainsi de suite. Et je suis allé travailler avec des enfants et des adolescents qui ont différentes formes de handicap. Alors, j'avais une bonne compétence en psycho, j'avais une bonne compétence en pédagogie. Ouais, OK, mais c'est parce que ça ne me sert pas à grand-chose. Ils sont tellement en difficulté, tellement en perte d'autonomie, que j'ai besoin de mieux savoir ce qui se passe au niveau neuroscientifique. Et c'est là que j'ai eu mon premier stage dans un laboratoire à Sherbrooke, dans un laboratoire qui essaye de faire le pont entre qu'est-ce qu'on connaît des neurosciences et comment est-ce qu'on peut l'intégrer et l'appliquer sur le terrain. Donc là, je suis venu faire un premier stage à Sherbrooke en 92, en avril, puis un deuxième stage, puis un troisième stage un an plus tard en 93. Et c'est là que la décision de venir m'installer au Québec s'est imposée. La chance que ça a eu, c'est qu'il y a une commission scolaire qui a appris ce que j'avais comme background, qui a voulu m'engager. Ça a fait en sorte que mon immigration a pris moins d'1 mois pour pouvoir s'actualiser. Je pense que personne n'a cette chance-là. Aujourd'hui, on pourrait faire des envieux. Exactement. Et au moment où je suis arrivé avec mes valises, j'avais 2000 $ en poche. Pour démarrer, où je m'attendais à avoir un travail, j'apprends que le projet finalement n'est pas financé. Donc, je n'ai rien du tout. Et c'est là que, OK, c'est quoi? Mais je n'ai pas de regret pour ça parce que le professeur qui m'avait accueilli pour les différents stages chez Sherbrooke, il fait partie de ces profs qui sont devenus professeurs universitaires au début des années 1960 sans nécessairement avoir un doctorat. Parce que c'est le moment où le Québec s'est complètement ouvert, les universités, il y a eu le réseau des UQ qui a été créé à ce moment-là. Je pense que Sherbrooke aussi a été créé. Donc, avant, c'était une jeune université. Exactement. Avant, c'était justement Laval, McGill et Montréal. Donc, les années 60 ont ouvert en fait beaucoup de choses, mais ils avaient besoin de profs et nécessairement, tout le monde n'avait pas nécessairement un doctorat pour enseigner. Donc, lui, il m'a accueilli. Donc, il ne pouvait pas me superviser par un doctorat. Mais c'est pas grave. Je voulais tellement prendre ses connaissances, parce que ce gars-là était un génie, prendre ses connaissances et les intégrer, les appliquer. Donc, je dis, OK, je vais faire une deuxième maîtrise. Puis, j'ai continué à travailler sur le modèle de Paillard, à tester, en fait, des choses que Jacques n'avait pas encore faites. Puis après, je suis allé faire mon doctorat dans une fac de médecine parce que j'aurais pu rester dans le monde de la psycho, mais dans le monde de la psycho, on reste toujours avec cette fameuse boîte, puis qui est importante. Tu sais, je dis, je ne suis pas en train de dire qu'il y a une bonne chose ou une mauvaise chose. Moi, ce qui, m'intéressait, c'est comment notre cerveau est capable d'intégrer toutes les sensations
toutes les idées, toutes les motivations, toutes les envies, tous les désirs, l'importance des traumas aussi dans le processus de création d'un comportement. Et je savais que si je restais juste à l'extérieur, ou même si j'utilisais l'imagerie cérébrale, je n'aurais pas les réponses que moi je cherchais. Ce que je cherchais, c'est comment fonctionnent les cellules dans le cerveau, de quelle manière est-ce qu'elles collaborent ensemble les unes avec les autres, comment elles intègrent les différents signaux biochimiques qui existent, et de manière à faire en sorte qu'on est capable, toi et moi, d'échanger. On est capable de pouvoir avoir des rêves, on est capable d'avoir des espoirs, mais on a aussi des souvenirs traumatiques, on a aussi des déceptions, on a aussi un paquet de choses qui sont là, qui vont avoir une influence plus ou moins grande sur comment on va se comporter en société. Donc, il y a un impact avec la société. Et au moment où je faisais mon doctorat, les neurosciences sociales ou les neurosciences affectives et sociales n'existaient pas. Ça commençait, en fait, à sortir tout doucement. J'ai d'ailleurs un de mes profs qui s'amusait à me taquiner par rapport à mes intérêts et qui me dit « Hey Joël, je me suis psychorasé ce matin, puis tu sais quoi, j'ai psycho-pris mon verre dans ma tasse de café. » Parce que pour lui, de toucher à tout ce qui était émotionnel et autres, il voulait rien savoir. Tu sais. C'est très biologique, là. C'est une vision très biologique des neurosciences. Puis ton intérêt, c'était un intérêt qui était transdisciplinaire, mais dans le grand champ, finalement, cognitif, affectif, émotionnel et tout ce qui le touche. Et puisque ça n'existait pas, ben, on a butiné une maîtrise, un baccalauréat là, parce que ça vient quand même de toucher, une maîtrise là, un doctorat là, et comme ça, on a bâti finalement cette vision transdisciplinaire, finalement, du tout. Oui, puis je te dirais, même mon postdoc, je l'ai fait en éthique. D'accord, tu vas me dire c'est encore un autre champ de compétences que je suis allé chercher, mais c'est important parce que quand on parle de santé intégrative ou qu'on parle d'intervention intégrative, c'est que le but, c'est d'être plus éthique, c'est d'arrêter de croire parce qu'on est un intervenant qu'on a une meilleure connaissance que l'autre. Autrement dit, si moi j'accompagne quelqu'un ou je traite quelqu'un, d'ailleurs le mot accompagner est un mot que l'ordre de psychologue nous interdisait d'utiliser, c'est comme si on était des sorciers si on utilisait le terme d'accompagner, alors que pour moi c'est un grand respect pour la personne que j'ai en face de moi. Et c'est plus intégratif d'accompagner quelqu'un qui lui-même est au centre de sa propre santé plutôt que de soigner. Et de lui donner des options. Si la personne veut des médicaments et que c'est la meilleure manière de le traiter, allons-y. Mais ça, c'est un médecin qui va pouvoir éventuellement l'aider. Mais si la personne préfère travailler avec des produits naturels ou travailler sur ses habitudes de vie, transformer sa manière, tu sais, un de mes gros défis actuellement, c'est d'être trop sédentaire. Donc, tes collègues et toi, ben, vous serez peut-être les meilleures personnes pour pouvoir m'aider à maintenir une qualité de vie adéquate pour transformer ma manière être un peu moins sédentaire, mais quel type d'activité physique que je peux faire? Dans le sens que si tu me demandes de courir pendant 2 heures, même courir 5 minutes, ça m'énerve. J'ai essayé plein de fois dans ma vie. Le footing, ça ne me réussit pas. Mais tu me dis, « Hey Joël, on s'en va faire un match de soccer, tu viens-tu avec nous? » Là, je vais venir avec toi. D'accord? Donc, il y a des activités sportives qui vont avoir du sens pour moi, qui n'en auront pas. Alors, si le protocole dit que je dois aller courir 5-10 minutes, ça ne marchera pas. Parce que je ne réponds pas d'un point de vue affectif à ce protocole-là. Si tu me dis, ben, on va aller faire du soccer, mais on le fera juste 20 minutes parce que peut-être que ta forme physique ne le permettrait pas plus, là, je vais répondre. Donc, on voit que c'est pas les protocoles, s'ils ne sont pas adaptés en fonction de qui est la personne, ça ne marchera pas. Mais c'est la même chose au niveau nutritif, c'est la même chose au niveau psychologique, c'est au niveau de toutes les différentes sciences qui existent et qui vont contribuer d'une manière ou d'une autre à faire en sorte que la personne a une bonne santé. Et c'est l'individualisation de l'approche, en fait. Ça revient des fois même aux lignes directrices. En médecine, on a beaucoup de lignes directrices selon les spécialités, puis d'être capable d'individualiser. Je vais rencontrer bientôt Dr Chabot, qui est gériatre, qui est dans un monde où il n'y a pas vraiment de ligne directrice, mais ce qu'il faut individualiser parce que la personne a un vécu, c'est une personne âgée qui est en polypharmacie, qui peut avoir toutes sortes de particularités. Puis je trouve que c'est un bel exemple aussi de santé intégrative. L'activité physique en étant un, la ligne directrice pourrait être, on ne l'appellerait pas nécessairement comme ça, mais la donnée probante pourrait être de dire, faire de l'intervalle. Faire un effort par intervalle va être très payant pour plein de choses. Mais monter sur un vélo stationnaire
pas en studio, lapsus, mais en laboratoire de recherche, faire de l'intervalle à quelqu'un, c'est difficile, c'est drabe, c'est exigeant. Et pourtant, jouer au soccer, c'est faire de l'intervalle. Le ballon est là, je cours. Le ballon n'est plus là, je ne cours plus. Je fais de l'intervalle. Mais il y a du plaisir. Donc, c'est d'individualiser le truc pour effectivement rendre ça un peu plus rentrer dans l'émotion, finalement, aussi, puis de rendre ça plus durable pour la personne. Plus applicable, plus durable. Puis tu vois, tu utilisais le terme de données probantes. Je pense que au 19e siècle, Claude Bernard et ses collègues, quand ils ont voulu normaliser un peu plus la recherche, faire la différence entre les théories farfelues, comme, tu sais, tout de suite, on a eu la fameuse bosse de maths qui nous reste dans le langage populaire. Ben, il y avait quelqu'un qui prétendait qu'en fonction du crâne qu'on avait, on était capable de déterminer quelles étaient ses habiletés ou pas. Ouais, on s'entend que c'est une donnée plus que farfelue. Mais donc, c'est certain que les données probantes étaient quelque chose de nécessaire. Mais pour arriver, en fait, à dégager, surtout dans le domaine de la santé mentale ou dans le domaine du développement affectif, pour arriver à dégager des données probantes, tu dois tellement normaliser en fait, ton protocole, c'est que tu finis par étudier un poisson dans un bocal. Ouais, mais une moyenne, en fait. Exactement, une moyenne. Et on s'entend que les moyennes, tu sais, imagine que j'ai un bac d'eau de 5 degrés ici à gauche, j'ai un bac d'eau à 55 degrés à ma droite. OK, je relève mes manches, je mets une main dans chacun des bacs. La moyenne étant de 30 degrés, je devrais être assez confortable. C'est très confortable. Ouais. Et pourtant. Donc, les moyennes vont éliminer tous les micro-phénomènes. Et ces micro-phénomènes-là, quand on veut arriver à s'adresser aux vrais défis de la personne, ben, c'est certain que ça va avoir un impact important de le considérer pour être capable de pouvoir travailler. Alors, ça ne changera rien. Si une personne qui a une jambe cassée, tu replaces la jambe, tu mets un plâtre, espérons qu'il n'y ait pas besoin nécessairement d'une plaque et des vis, mais même si tu mets des plaques et des vis, tu peux avoir un protocole très standardisé. Oui. Tu fais une opération cardiaque, la partie d'intervention cardiaque, elle peut être normalisée. Mais comment tu aides la personne à changer ses habitudes de vie après? Là, pour éviter la seconde crise cardiaque. Exactement. Donc, à partir de ce moment-là, ben, il faut aborder, et ce n'est plus des données probantes, là, c'est de l'observation. C'est de l'observation rigoureuse, très rigoureuse, mais c'est de l'observation. Et c'est de l'écoute, c'est de la rencontre, c'est un lien qu'on a avec la personne qu'on accompagne pour que ce qu'on va lui proposer fasse du sens pour elle, pour qu'elle embarque dans un protocole individualisé qui va lui permettre de rencontrer les objectifs qu'on souhaite avoir pour sa santé. Qui prend en compte un modèle un peu plus bio-psychosocial, affectif. Je sais pas, on pourrait sûrement ajouter d'autres mots, c'est pas mon monde, là, mais c'est plus global finalement que de s'arrêter. Et on pourrait parler longtemps effectivement de la science et de toutes les limites que ça peut avoir, la beauté que ça amène évidemment, puis les réponses que ça amène à beaucoup de questions, beaucoup d'hypothèses de recherche. Mais l'être humain étant si complexe, ça exclut effectivement. Bon, si la réponse est bonne pour 75% des gens, ça veut dire qu'elle n'est pas bonne nécessairement pour une personne sur 4, ce qui est quand même beaucoup de personnes en nombre absolu. Oui, puis tu as la même chose en éducation. Tu as de plus en plus d'élèves qui sont en difficulté, qui se retrouvent avec en fait une médication de type psychostimulant ou antidépresseur. Souvent, c'est parce que ce sont des élèves qui n'arrivent pas à trouver leur place dans la manière d'enseigner. Donc, même s'il y a des données probantes qui disent que la manière d'enseigner les maths ou le français, il faudrait qu'on fasse de telle manière ou de telle manière parce que c'est la meilleure manière selon les données probantes, OK? Ça ne veut pas dire que ça va répondre aux besoins de tous les élèves. Et si on n'enseigne que de la manière dont les données probantes nous donnent comme perception d'un groupe classe, ben, on élimine 20, 25, 30% de la classe, puis on s'étonne qu'on doit leur donner des médicaments pour qu'ils puissent fonctionner minimalement. Mais quels dégâts les données probantes parfois peuvent faire? Parlons-en, que tu m'ouvres la porte aux neurostimulants, aux psychotropes au sens large, chez l'enfant. Premièrement, j'ai entendu de sources plus ou moins fiables qu'on était au Québec des champions dans la prescription. Peux-tu partons de cette question-là, où est-ce qu'on en est au Québec dans la prescription de psychotropes chez les enfants?
Mais en fait, on est toujours les champions mondiaux en fait, de la consommation. Premièrement, il faut savoir que le psychostimulant peut éventuellement régler à court terme peut-être certaines problématiques qui sont là. Ça fait partie de la solution. Le médicament fait partie de la solution. Maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'on donne ce médicament-là? C'est comment on l'évalue, de quelle manière on l'évalue. Et on s'est fait croire qu'on diagnostiquait mieux au Québec qu'ailleurs. Tu sais, t'as des cliniques de neuropsychologie qui ont fleuri ces 20 dernières années, et c'est de manière assez fantastique. Et ils vont mesurer un certain nombre de symptômes, la fréquence de ces symptômes, et ils vont proposer en fait un diagnostic neuropsychologique au départ de ça. Ça, c'est ce qu'on appelle de la psychométrie. Okay? À partir de là, le médecin, il voit éventuellement le rapport du neuropsychologue. Il peut éventuellement se servir de tests comme le CADRA, d'accord, qui sont des tests d'intervention de première ligne avec quelques critères pour permettre de pouvoir aller rapidement vers une décision qui est prise. Il faut savoir que le CADRA est fortement influencé par les compagnies pharmaceutiques. Donc, l'objectif, en première ligne, parfois, ça peut justifier. Quand la famille est désorganisée, peut-être que le fait de donner le psychostimulant va stabiliser un peu la famille le temps qu'on mette quelque chose en place parce que, oui, l'enfant est en détresse. S'il y a une chose qui est là, c'est que l'enfant est en détresse. Éventuellement, son entourage scolaire ou familial est en détresse aussi. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui amène cette détresse-là? Et le fait que parce que individuellement, on est face à de la détresse, c'est comme si on s'est fermé les yeux sur le nombre d'enfants qui étaient en détresse. Et je me suis intéressé à ce phénomène-là au départ parce que fin des années 90, le directeur de mon centre de recherche m'avait demandé de venir jaser avec lui. Il m'a dit, Joël, qu'est-ce que tu en penses de ça? Donner des psychostimulants à des élèves. On est en 98, 99, quelque chose comme ça. J'avais jamais entendu parler du Ritalin à ce moment-là. Donc, j'ai commencé à m'intéresser, puis ça n'avait aucun bon sens. Puis, quand tu voyais à quel point il y avait de plus en plus de jeunes, j'ai sorti une étude il y a 2 ans qui démontre que l'augmentation est progressive tout au long du temps. Depuis 20 ans, on a de plus en plus de jeunes qui sont sous médication. Avec les antidépresseurs, on est aux alentours de 25% de nos jeunes qui sont sous médication pour arriver à faire leurs études dans le courant de leur secondaire et début de l'âge adulte, donc à l'université. Donc 25%. Un jeune sur 4 exactement, qui est médicamenté. Qui est médicamenté. Beaucoup de garçons, ça va être en fait des psychostimulants. Les garçons vont être dominants aussi pour les antidépresseurs jusqu'à 16 ans. À partir de 16 ans, c'est les filles qui deviennent dominantes. C'était contre-intuitif d'ailleurs. J'aurais jamais pu dire que les garçons prenaient plus d'antidépresseurs avant 16 ans que les filles. Effectivement, c'est ce que j'aurais pensé. C'était une découverte. Donc, on voit qu'il y a ça. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'on évalue tellement mieux au Québec qu'ailleurs ou il y a quelque chose qui pose problème. Et il y a une étude qui est sortie en 2023 de Catherine Haeck. À la base, c'est une économe, donc ce n'est pas quelqu'un qui cherchait à vouloir mettre un petit peu d'ordre sous grain de sable sur le truc. Elle disait, c'est quoi qui se passe et d'un point de vue économique, on en est où? Donc, elle fait son étude. Et en fait, ce qu'elle a remarqué, c'est que si un enfant est né au mois d'octobre, novembre, décembre, il a 17% de risque d'avoir un diagnostic de TDAH. C'est déjà 3 fois plus que la norme internationale. Et si l'enfant est né à l'été, il a 4 fois plus de risque parce que ça monte à 22-23%. Autrement dit, les tests neuropsychologiques qu'on utilise pour mesurer si le trouble du TDAH est vraiment un trouble neurodéveloppemental d'origine génétique, tu ne devrais pas avoir de différence entre ceux qui sont nés à l'automne et ceux qui sont nés à l'été. C'est environnemental, finalement. Donc, il y a un enjeu environnemental. Et puis, l'année dernière, avec Anne-Isabelle Dionne, on a sorti 2 articles dans la revue savante de l'Association européenne de médecine où on relève 52 explications du symptôme. Donc oui, peut-être que pour certains, c'est un trouble neurodéveloppemental. Mais tu as 51 autres explications qui viennent en fait contrebalancer le diagnostic. Mais tu ne peux pas traiter de la même manière quelqu'un. Tu sais, tantôt, je te parlais de la boîte. Stimulus, boîte, réponse. Mais c'est parce qu'à l'intérieur de la boîte, il y a un paquet de choses. Est-ce que c'est un problème neurodéveloppemental? Est-ce que c'est un problème psychosocial? Est-ce que c'est un problème de sommeil? Est-ce que c'est un problème de positionnement de la mâchoire? Est-ce que c'est un problème de grande difficulté à l'intérieur de la maison? Si moi, quand j'étais enfant, on m'aurait rentré du suppositoire, du Ritalin par suppositoire, par intraveineuse et par cachet.
parce que je bougeais énormément. Ouais. Mais c'était dans ma nature, puis je vivais la violence à la maison, ce que personne n'adressait comme problème. Tu sais. Ouais. Donc l'idée, c'est d'arriver à comprendre comment est-ce qu'on peut adresser la détresse de l'enfant en tenant compte de la détresse de l'environnement pour mieux répondre, en fait, aux besoins. Et le problème, c'est que quand tu as des psychologues, des neuropsychologues et même parfois des médecins qui veulent aller un peu ailleurs, ils se font poursuivre par le syndic de l'ordre des psychologues. Et le problème, c'est que les normes d'évaluation datent de l'an 2000. Elles n'ont jamais été révisées depuis lors. Or, en 2019, j'étais sorti dans la presse avec un groupe de pédiatres. L'Association des pédiatres nous a baqués. Ça fait un tel bruit par rapport à la surconsommation des psychotropes que l'Assemblée nationale a déclenché une commission spéciale pour arriver à faire la lumière. Et l'Assemblée nationale, qui, pour rappel, c'est le sommet d'une démocratie. Le gouvernement, c'est le second pouvoir. Le premier pouvoir, c'est l'Assemblée nationale. C'est les gens qu'on a élus. Mm-hmm. L'Assemblée nationale a demandé aux ordres professionnels, en l'occurrence Collège des médecins et l'ordre des psychologues, voulez-vous bien réviser, s'il vous plaît, les normes? Ça fait déjà 20 ans qu'elles existent. 6 ans plus tard, il n'y a toujours rien qui est fait. Là, il y a un grand chantier avec les... chez les ordres professionnels, en fait. Là, je cherche mes mots. Mon enfant m'a réveillé souvent la nuit dernière. Mais donc, ça peut faire partie probablement de ce chantier de révision de plusieurs éléments liés à l'Office des professions. Mais en fait, je ne pense pas que c'est à l'ordre professionnel d'aller jouer là-dedans. Je pense que c'est à l'INES, l'Institut national de l'excellence en santé et en services sociaux, de proposer des protocoles. Parce que les ordres professionnels, malgré que leur mission, c'est de protéger le public, ce sont des êtres humains. Et le réflexe de défendre les modèles d'affaires est omniprésent, de manière directe ou de manière indirecte. De manière directe, dans le sens qu'en ne révisant pas, par exemple, les normes, ben, ils se protègent quelque part un gagne-pain pour leurs membres. Okay? Indirectement, c'est que les conseils d'administration des ordres, c'est beaucoup de gens qui, bien souvent, vont être représentants de leurs membres, enfin de leurs collègues, ou sont très proches du milieu universitaire. Et le milieu universitaire a ces enjeux qui fait en sorte qu'éventuellement, ça ne bougera pas nécessairement, parce que de nouveau, il y a un modèle d'affaires qui est en arrière. Ouais. Donc, je pense que l'INES devrait être le lieu où vraiment les différents protocoles, surtout au niveau intégratif, puissent être faits. Et c'est d'ailleurs un peu pour ça que j'avais travaillé avec Isabelle Poulet sur le projet de loi, qui a été entendu par l'Assemblée nationale, mais qui n'a malheureusement pas pu être discuté et voté, même si le gouvernement était en accord avec ce projet de loi, mais on y reviendra probablement l'année prochaine. Tout dépendant du moment d'ailleurs où vous écoutez ce podcast, là, donc durant l'automne 2026 où les élections ont peut-être déjà eu lieu, en fait, là, mais le mouvement pourra être repris en fait, là, avec le nouveau gouvernement en place. Oui, parce que je pense que les ordres professionnels doivent vraiment revenir sur la protection du public et devraient ne plus avoir le droit de citer dans tout ce qui est représentation pour leurs membres. Il y a des associations professionnelles, tu sais, as 2 gros syndicats, 2 grosses fédérations de médecins. C'est à eux de faire des revendications pour les médecins. Ce n'est pas au Collège des médecins. L'ordre des psychologues, il doit s'occuper des psychologues, de protection du public face aux psychologues. Et il y a une association de psychologues qui existe, qui a, selon la présidence, est plus ou moins efficace. Mais il y a des associations professionnelles pour défendre leur corporation. Ouais. Et c'est le rôle des associations. Ce n'est pas le rôle des ordres professionnels. Il faut qu'ils reviennent, en fait, à ça. Sinon, on se retrouve avec beaucoup de... J'ai fait une étude avec Jean-Yves Dionne sur l'envers du décor des ordres professionnels. C'est une étude qui a été faite à la demande de Sonia Lebel, qui était la ministre qui a déclenché les travaux dont tu parlais il y a quelques instants. Et donc, en fait, on a rencontré beaucoup de professionnels qui sont dans la santé intégrative et qui se font harceler, pas par l'ordre, par le syndic. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de protocole reconnu par les syndics pour déterminer si le médecin, le psychologue, le travailleur social, bientôt tu vas avoir ton ordre professionnel, le kinésiologue, est-ce qu'il y a un protocole reconnu par l'ordre? Non, non, c'est pour ça qu'il faut le sortir. Et de nouveau, je le dis, pour la santé intégrative, il faut le faire parce que il faut qu'on en arrive à merger, excusez-moi le mot qui est plus un mot anglophone qu'un mot français, mais qui est à unir les différentes perspectives en santé. Oui, exactement. Et à partir du moment où on utilise les différentes perspectives, ce n'est plus une situation où un ordre professionnel défend
son terrain de jeu, c'est un organisme, l'INES, qui vient déterminer comment tel professionnel ou tel professionnel peuvent collaborer ensemble pour réduire la détresse de la personne, que ce soit une détresse physique ou psychologique. La personne va pouvoir être encadrée et ça ferait en sorte que les syndics ne pourraient plus poursuivre. Sauf si le patient a été mis en danger, le syndic ne pourrait plus poursuivre ou menacer le professionnel qui agit de manière intégrative. C'est de tendre vers la vision qui serait réellement interdisciplinaire, voire même transdisciplinaire. Ouais. Chose que Madame Mélanie Ellinger, qui est présidente de l'Office des professions, tend à vouloir faire. Donc, on aura d'ailleurs, là, on parle au futur, parce qu'aujourd'hui, on est avant le 15 septembre, on aura une rencontre à laquelle tu participeras, dans laquelle Mme Ellinger sera aussi, en plus du Collège des médecins et de plusieurs autres ordres professionnels. C'est le genre de discussion qu'on pourra avoir pour faire avancer ce dossier-là. Et pour ceux qui participeront au congrès et au pré-congrès, vous aurez d'ailleurs certaines conclusions par rapport à ça. Mais j'en reviens, en fait, je reviens au diagnostic, je reviens à la détresse, tiens, même avant le diagnostic, à la détresse que vivent les jeunes, une large proportion de jeunes. Tu parles que c'est en croissance. Je fais une parenthèse, c'est en croissance au niveau du pourcentage et du nombre en valeur absolue, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes. Oui. Bon, il y a une croissance démographique. Est-ce que la croissance se fait autant en pourcentage qu'en nombre absolu? Okay. Ah oui, tout à fait. Donc, ça va mal. Oui, il y a ça une va détresse. Mal. Mais il y a une détresse. Il y a plusieurs éléments. La première, c'est que pour le meilleur et pour le pire, les couples sont moins solides. Autrement dit, à l'époque de nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, le divorce n'était quasiment pas quelque chose qui était, considéré. C'était pas commun. Là. Ouais. Exactement. Ça a changé avec la période des boomers qui ont pu avoir beaucoup plus facilement l'accès au divorce. Ouais. Ça a amené, en fait, peut-être à aujourd'hui des couples qui se mettent ensemble pour les bonnes ou les moins bonnes raisons, mais le couple tient rarement très longtemps. On va voir la même chose avec les familles reconstituées. Donc, les parents se sont séparés, ils rencontrent d'autres personnes. Il n'y a que 20% des familles reconstituées qui tiennent plus que 5 années. Donc, à partir de ce moment-là, on se rend compte que les bases sur lesquelles la société se crée auparavant au niveau des familles, comme les familles sont de plus en plus bousculées par la réalité de la vie, mais ça fait en sorte que les enfants se retrouvent à passer d'une maison à l'autre, où ils doivent s'acclimater à un beau-père ou une belle-mère qui a sa manière de voir les choses. Oui. D'accord? Puis peut-être que le beau-père et la belle-mère vont disparaître à un moment donné, alors que c'était des adultes de référence. Oui, avec un attachement aussi possible. Exactement. Donc, nos familles ont été bousculées. Il y a l'omniprésence des médias. Il faut savoir que RDI ou LCN, ce sont des chaînes d'émissions, des chaînes de télévision qui n'existaient pas il y a 20-25 ans. D'accord? CNN a été une des toutes chaînes premières. de mauvaises nouvelles en continu. Exactement, parce que si tu donnes des bonnes nouvelles, les gens n'écoutent pas. J'ai fait de l'expérience il y a quelques années avec Sébastien Ménard au Journal de Montréal, où il y avait un lockout pour le Journal de Montréal, puis alors lui faisait des articles, puis il était à la recherche de sujets. Donc il m'a interviewé notamment sur le Ritalin. Écoute, je faisais parfois plusieurs semaines de radio-télé après un article que je faisais avec Sébastien. Et puis parfois, je lui disais, écoute, il y a des bonnes nouvelles qui se passent, il y a des belles choses qui se font dans le monde de l'éducation, il y a des belles choses qui se font dans le monde des OBNL, ça te tente-tu? Et autant quand on sortait une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire le taux de consommation du Ritalin, je pouvais faire 2 à 3 semaines de radio-télé par la suite, autant quand on sortait une bonne nouvelle, rien, encéphalogramme plat. Aucune demande de rebondir. Donc, c'est ça, ce sont des chaînes qui ne fonctionnent que sur les mauvaises nouvelles. OK? Donc, à partir de ce moment-là, quelqu'un qui est continuellement abreuvé de mauvaises nouvelles, que ce soit le climat, que ce soit le politique, que ce soit ceci, que ce soit cela, mais ça fait en sorte que les adultes qui écoutent ce genre de télévision, ce genre de nouvelles-là, quel que soit leur âge, sont de moins en moins bien. Donc, non seulement nos familles sont moins stables, mais en plus, les adultes sont de moins en moins stables. OK? Oui. Donc, le professeur qui est en classe, l'éducatrice qui est dans un groupe de CPE, le parent qui est face à ses enfants, si l'adulte n'est pas bien, il ne peut pas être un tuteur de résilience de manière adéquate. Donc, à ce moment-là, l'enfant, il y a de plus en plus de difficultés à pouvoir arriver à s'en sortir. Alors, il y en a qui, comme moi, même s'ils grandissent sans vraiment des repères bienveillants, arrivent à s'en sortir, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Oui. Et ça fait en sorte qu'on a des jeunes de plus en plus bousculés et ramènent tout ce qu'on entend parler du climat
pourquoi est-ce que je travaillerais? Pourquoi est-ce que j'étudierais? Pourquoi est-ce que j'économiserais? De toute façon, le monde sera foutu dans pas longtemps. Tu sais, l'accès à la propriété pour les jeunes, les difficultés économiques pour les jeunes familles quand elles démarrent, quand on a un enfant, 2 enfants, 3 enfants, puis qu'on veut les inscrire à des activités sportives, en plus des activités scolaires et autres, c'est parfois très demandant. Ce qui fait que ça met vraiment un environnement dans lequel les jeunes sont de moins en moins bien. Le pire de pire, c'est la pandémie. Parce que pour protéger à juste titre les personnes âgées, on a imposé des conditions de vie qui étaient complètement irraisonnables par rapport à ce qu'un enfant ou un adolescent avait besoin pour se développer. Ouais. Et moi, j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup avec Lionel Carman et Jean-François Roberge pour essayer d'atténuer, en fait, l'impact de certaines mesures qui étaient demandées par la santé publique. Mais même si on collaborait avec la santé publique et qu'il y avait une volonté, il y avait des lobbies autour. Il y avait des lobbies qui avaient des agendas. Je nie pas le virus, je nie pas la nécessité des mesures sanitaires, je dis juste que l'impact sur nos enfants et sur nos adolescents était terrible. Et donc, à partir de ce moment-là, veut pas, on paye les conséquences d'avoir fait peur à la population pendant des années. Tu sais, à un moment donné, il y a une petite fille proche de moi qui me dit, moi, j'ai tellement peur de tuer ma grand-mère. Je dis, oui, pourquoi? Mais c'est parce que je pourrais, à cause du virus, que si je l'ai à l'école, je pourrais la tuer. Mais tu vis-tu avec ta grand-mère? Non, ma grand-mère, elle vit à l'étage au-dessus de chez nous. Ils étaient dans un bloc appartement. Donc, l'enfant s'était figuré qu'elle allait ramener le virus de l'école, que le virus allait passer à travers les murs et éventuellement infecter et abréger la vie de sa grand-mère. Mais c'est effroyable ce qu'on a fait vivre à nos jeunes, avec la manière dont on a infantilisé la population autour. Je comprends pourquoi le gouvernement l'a fait. Il y avait un danger qui était là face à quelque chose qu'on a mal évalué au début. Mais ça reste quand même que l'impact que l'on a eu sur le développement de nos jeunes, on le paye encore aujourd'hui. On a des générations COVID. Et même si, tu sais, je prends un autre exemple, les jeunes enfants qui étaient dans CPE, au moment où il y avait la COVID et que les éducatrices avaient un masque, mais beaucoup de ces jeunes-là ont des problèmes d'un point de vue compréhension du langage, la lecture sociale, de la mimique. Comment est-ce que je lis? Parce que, tu sais, le langage, c'est 7 à 13% de la communication, selon les études scientifiques. Mais donc, on a entre 93 et 87% du non-verbal. Le non-verbal, comment je le lis si je ne vois pas le visage des autres personnes? Et il y a un âge où le cerveau est en train de faire énormément de connexions. D'accord? Quand tu enlèves, en fait, une source d'apprentissage social on ne peut plus importante, mais ça va avoir un impact sur le développement de ce jeune-là. Oui, et comme tu le dis, en fait, le développement se fait tellement rapidement dans ces années-là que l'encodage, si on manque une fenêtre, on peut créer un décalage, j'imagine, très rapidement, en fait, là, par rapport au reste de la population. Oui. Puis il y a un autre phénomène, tu sais, quand on regarde, c'est une étude qui est sortie au mois de décembre de l'année dernière, on a remarqué que le cerveau des garçons a 11% de cellules de moins dans la partie ici à gauche qui s'occupe du langage par rapport aux filles. Autrement dit, quand la migration des neurones se fait dans la période de gestation, les garçons vont avoir un peu plus de neurones dans la partie pariétale, résolution de problèmes, organisation dans l'espace, tirer avec une lance ou avec un arc à flèche, ce qui était utile jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Note qu'avec un fusil, c'est aussi un enjeu qu'on pourrait avoir. Donc, on a des ressources ici qui sont plus masculines, mais très peu utilisées en dehors des cours d'éducation physique. D'accord? Et les filles ont plus de neurones que les garçons. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par définition, si on a une manière d'éduquer nos jeunes qui est essentiellement basée sur le verbomoteur, par définition, nos petits garçons, dès le CPE, sont tassés sur le côté parce qu'ils ne répondront pas de la même manière que leurs jumelles ou leur père féminin dans l'intérieur du groupe. Et donc, si tu parles mal à un enfant de cette manière-là, veut pas, ça va avoir des difficultés. Donc, sa manière de s'inscrire dans la vie, dans ses études, dans la société, c'est peut-être pas nécessairement de la bonne manière qu'on le fait parce qu'on n'aura pas adapté la manière d'éduquer un garçon.
Donc, les garçons ne sont pas plus fragiles que les jeunes filles. Ils sont dans un environnement qui répond de moins en moins à leur réalité biologique. Et si on ne tient pas compte de leur réalité biologique parce que notre idéologie qu'il faut offrir exactement la même chose à tout le monde de la même manière, dans un environnement extrêmement féminin, quand on est au CPE, quand on est à l'école primaire, mais veut pas, je peux comprendre une enseignante qui a plus de facilité dans le verbomoteur. Mais tu vois, tantôt, je te disais que quand j'étais en Belgique, j'avais des professeurs avec lesquels je me sentais en sécurité et des professeurs avec lesquels je ne me sentais pas en sécurité. J'ai été dans une école qui était unisexe jusqu'en 4e année primaire. OK? Et en fait, en 4e, 5e et 6e, tu avais des profs qui venaient de l'école de filles qui avaient fusionné avec l'école des garçons. D'accord? Puis, il y avait nos professeurs qui étaient dans l'école des garçons. Mais on se sentait en sécurité avec les profs qui avaient enseigné toute leur carrière auprès des gars parce qu'elles savaient comment fonctionnait un gars. Et on se sentait moins bien. Ça ne veut pas dire que la personne est méchante. Elle n'avait juste pas les codes sociaux pour orchestrer et gérer les garçons dans une cour de récréation ou dans une classe. Ce qui fait qu'il y avait un sentiment d'insécurité qui était là. Et probablement que si on revient à aujourd'hui, ça s'est généralisé. Il y a de moins en moins de professeurs qui ont une compréhension de comment se développe un petit garçon, sauf si la prof, elle a eu éventuellement 2-3 grands frères avec lesquels elle s'est bataillée. Mais ça fait en sorte qu'à ce moment-là, ces professeurs-là ne savent pas toujours comprendre comment un garçon fonctionne, de quelle manière. Puis l'objectif, c'est pas de donner des passe-droits, c'est de comprendre. Si je comprends qu'un garçon a besoin de jouer au roi de la montagne pour être capable de développer ses fonctions exécutives, je vais orchestrer le roi de la montagne pour faire en sorte que les garçons le fassent d'une manière respectueuse, qu'ils comprennent les leviers. Tu sais, tu vas comprendre ça mieux que moi, tu pourrais mieux en parler que moi. C'est la force qu'on a, c'est des leviers. C'est une question de levier. Exactement. Donc, quand je bascule quelqu'un sur la montagne, comment est-ce que je le fais sans le blesser? De quelle manière? Mais j'ai besoin de ma prise de risque. Oui. Parce que ma prise de risque orchestre mes fonctions exécutives. Donc, si on calfeutre trop nos enfants, qu'on empêche les prises de risque à certains moments, qu'on empêche des jeux comme le roi de la montagne, d'accord? Mais on perturbe les apprentissages scolaires parce que c'est les mêmes fonctions exécutives. Elles vont peut-être pas nécessairement adresser le même problème de base, mais c'est le fonctionnement ou la maturation des fonctions exécutives a besoin qu'on bouge. Alors, quand tu comprends ça, quand tu es direction d'école, oui, mais le prof de gym, c'est pas celui qui s'occupe de taper sur un ballon. C'est une pièce essentielle pour les apprentissages en classe. Et donc là, de nouveau, on peut faire de l'intégration aussi dans le monde scolaire, d'intégrer tout le monde où chacun a sa part de responsabilité et apporte un petit quelque chose qui va contribuer au développement de nos jeunes. Et c'est la première fois, en t'écoutant, que tu me fais réaliser que j'ai eu l'opportunité, la chance qui n'est, quand on la vit, c'est pas nécessairement une chance, mais d'aller dans une école, justement, qui était une école de garçons. Et tu me ramènes plein de souvenirs, entre autres, de cette prof de maths qui envoyait à la punition, entre guillemets, 1, 2, 3 élèves, et c'était, pour elle, c'était tu sors faire le tour de l'école en courant, et tu reviens après. Et si, quand il revenait, il n'était pas assez essoufflé. Des fois, elle est retournée, donc tu n'as pas fait le tour assez vite. Je veux que tu sois. Et quand il revenait avec le front en sueur, il se rassoyait. Et là, elle savait qu'elle était correcte. L'élève allait être concentré pour les prochaines 20 minutes qui restaient avant la fin de la période. Je n'étais pas de ces élèves-là, quoique, mais ça montre effectivement cette espèce d'adaptation en fait, de l'enseignement à un groupe. Et quand c'était les récréations, c'était les tables de ping-pong, c'était pour l'hiver, sinon l'été, ça sortait à l'extérieur et on n'avait pas le penchant. Je sais pas, j'arrive même pas à me souvenir d'un groupe qui était les lecteurs ou des gens qui étaient vraiment, des jeunes qui étaient vraiment en mode passif, ou les groupes que je vois dans une école mixte de ma ville, par exemple, parce que les filles, puis sans être dans le genrisme, parce évidemment, il y a du croisement là-dedans, puis il va y avoir des garçons qui vont avoir des comportements qui vont ressembler plus à une dominante féminine, mais on a plus les groupes de filles qui vont aller parler, s'asseoir, et les garçons qui vont sortir jouer au football, jouer au soccer. Mais dans quelle mesure
sûr, est-ce que cette différence-là qu'on va regarder n'est pas une différence qui découle de la manière dont on éduque nos enfants quand on s'imagine qu'un enfant, ça doit rester sur une chaise pendant 5 heures dès qu'on est à la maternelle? Il y a une recherche de collègues neuroscientifiques qui a été menée en France. C'est très difficile d'arriver au Québec d'aller faire de l'imagerie cérébrale avec des enfants. Sauf si l'enfant a un cancer, il faut éventuellement aller le voir. Sinon, c'est presque impossible. Les comités d'éthique vont l'interdire. Ouais. C'est pas comme ça nécessairement dans tous les pays. Et actuellement, il y a une équipe en France qui a demandé à des enfants de passer, en fait, un scan d'activation cérébrale pour mimer le début de la journée. Donc, ce sont des enfants qu'on amène, en fait, à l'école ou au scanner. Et ils font juste de sortir de la voiture et éventuellement d'être en classe ou d'être dans le scanner. Ou ce sont des enfants qui, quand ils arrivent à l'école, versus dans le laboratoire, on fait la même chose, on leur demande d'aller courir pendant 20 minutes. Et ce que les neuroscientifiques observent, c'est que l'activation cérébrale de ceux qui n'ont pas bougé avant une journée d'école, leur cerveau est endormi. D'accord? Quand tu les as fait bouger pendant 20 minutes, toutes les fonctions, y compris cognitives, sont actives. Donc, l'enfant a besoin de courir, l'enfant a besoin de bouger. Et ces chercheurs-là se battent avec l'Éducation nationale française pour essayer de faire changer la manière de débuter les journées de classe. Mais non, le programme est plus important. Oui, mais c'est parce que ton programme, tu vas avoir de la difficulté si ton jeune ne court pas. Ah non, c'est pas grave, c'est le programme qui est important. Tu sais, donc, il y a une résistance des différents milieux, probablement d'abord au niveau universitaire, d'accord, parce que c'est des gens qui vivent dans un laboratoire souvent 8 jours sur 7. J'en ai fait de l'expérience. Mais là-dedans, ce que je veux dire par rapport à ça, donc l'activité physique fait partie de ça. Alors, si les petites filles, elles ne sont pas initiées très tôt au plaisir de courir, au plaisir de s'aérer, au plaisir de marcher, et que le seul plaisir qu'on leur laisse, c'est de jacasser ensemble, puis tant mieux pour elles, ça ne veut pas dire que nécessairement on a répondu aux besoins des petites filles. Peut-être que oui, il y en a certaines qui vont préférer marcher, il y en a d'autres qui vont préférer courir, mais quand on comprend justement la mise en place du cerveau, la disponibilité du cerveau pour être capable d'accueillir la nouvelle matière, la capacité de gérer le stress aussi, mais à ce moment-là, on se rend compte qu'on pourrait peut-être avoir beaucoup moins d'enfants sur Ritalin. Et même si on va dire que le Ritalin ou tous les autres psychostimulants comme l'Adderall, le Concerta et autres sont des médicaments qu'on utilise pour améliorer la capacité d'attention et de régulation de l'impulsivité, ça reste que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'endroit où va jouer la molécule, même si elle libère un peu plus de dopamine ici dans la partie hédonique de notre cerveau, l'endroit où ça joue, c'est exactement l'inverse d'un somnifère. Autrement dit, ce que ça fait, c'est que ça crée un état d'éveil. Donc, alors, où un somnifère va créer un état d'endormissement, d'accord? Donc, on va venir perturber le fonctionnement de ces structures-là dans le tronc cérébral. Ça va créer un état d'éveil artificiel et le jeune, au lieu de l'éveiller en allant faire de l'activité physique, on l'éveille en utilisant une molécule chimique. Et c'est là que nous, comme adultes, on devrait se poser des questions. Est-ce que le médicament est nécessairement bien utilisé? Alors, c'est certain que si la famille est complètement désorganisée, qu'il n'y a pas de... la vie est rude parfois pour certaines personnes. Ou une famille qui passe un mauvais moment, peut-être que pendant quelques mois, ça va être utile. Mais dans tous les autres cas, est-ce que notre vision d'adulte n'a pas aseptisé le monde de l'enfance et que la manière dont on s'occupe de nos jeunes aujourd'hui est tellement incohérente avec ce que l'enfant a besoin ou ce que l'adolescent a besoin pour se développer, que là, les plus vulnérables, voire fragiles, n'ont pas le choix que de s'en sortir sans aller chercher une médication. Et ça va être de plus en plus parce qu'on est de plus en plus sédentaire. On est de plus en plus sur nos écrans. On est de plus en plus dans nos têtes. Tu sais, on a comme occidental une richesse incroyable avec notre capacité intellectuelle. Mais par rapport aux autres cultures, on est juste dans notre tête alors que beaucoup d'autres cultures sont dans leur corps.
Et sans même ouvrir le sujet de l'intelligence artificielle qui nous amène même à être dans notre tête ou à déléguer, en fait, cette réflexion-là là, pour finir par être dans les limbes. Mais oui, effectivement. Et on approche la fin de cet entretien-là qui aurait pu durer plusieurs heures, en fait, avec un grand plaisir. Et j'aimerais ça qu'on vienne prendre l'anglicisme, faire un wrap-up, venir faire un résumé, finalement, de tout ça autour de la psychiatrie intégrative, terme que tu abordes de plus en plus dans tes communications, quelle qu'elle soit, et t'en as amené même avec toi aujourd'hui. Et je trouve ça super intéressant comme terminologie, la psychiatrie intégrative, parce que ça recoupe exactement ce que tu viens de dire, à savoir que la molécule peut être utile, tout comme l'antidépresseur chez Sylvie, qui vient de se séparer et qui vit un moment très difficile et qui doit quand même continuer à travailler pour X raisons. Bon, la molécule peut l'aider peut-être à émerger, reprendre possession de sa vie, émerger de cette situation-là et mettre en place d'autres moyens, d'autres coping mechanisms, donc des moyens de gérer cette situation-là, que sera peut-être l'activité physique, que sera peut-être d'aller dîner avec sa meilleure amie plus souvent, de mettre plein de choses en place. Mais bon, la molécule peut avoir cette utilité-là. Même chose chez le jeune. Mais la vision intégrative amène différents autres outils, finalement. Comment tu l'abordes, toi, cette terminologie-là de psychiatrie intégrative? Mais tu vois, tantôt, je te disais qu'avec Anne-Isabelle Dionne, on avait fait des articles pour la revue médicale de l'Association européenne de médecine, où on avait relevé 52 causes psychosociales ou médicales qui peuvent expliquer le symptôme du TDAH. Donc oui, peut-être que la molécule va venir solutionner à court terme, en fait, une problématique. Je dis bien à court terme parce que plus la molécule est utilisée, plus on est obligé d'augmenter la concentration de cette molécule-là et de prendre des doses de plus en plus élevées. Donc, on n'a pas nécessairement solutionné le problème. Donc, ça veut dire que peut-être que le médecin qui est face à une famille qui est en difficulté parce que le jeune se fait trop souvent réprimander à l'école, a de la difficulté à se concentrer pour ses devoirs, donc se fait chicaner à la maison aussi. Les parents sont submergés par la réalité de la vie qui est parfois difficile. Donc, à court terme, c'est certain que la médication est un outil. C'est un outil, comme le marteau est un outil. Mais essaye d'utiliser un marteau avec une vis, tu risques de frapper longtemps avant que ta vis ne rentre. D'accord? Ou si tu prends un marteau qui est un peu trop gros pour pouvoir mettre un tout petit coup de finition, tu risques peut-être d'avoir la difficulté. Donc, l'idée, c'est d'utiliser les outils à bon escient. Alors, si j'ai solutionné à court terme, éventuellement avec la médication, quelqu'un qui est en psychose, heureusement qu'on peut avoir des bons antipsychotiques, qu'est-ce qu'il y a à côté? J'ai 51 causes différentes. Et donc, l'INES le demande déjà depuis 2017 qu'on fasse des diagnostics différentiels, ce que les psychologues ne font pas, ce que les médecins ne font pas, c'est d'analyser les 51 autres options et de regarder laquelle serait la plus cohérente sur laquelle agir pour aider ce jeune-là. On est en train de faire la même chose pour l'usage des antidépresseurs avec Anne-Isabelle. On va probablement publier nos articles d'ici le mois de janvier, où on est en train de relever la même chose dans ce qui se passe. Donc, Anne-Isabelle s'est un peu plus concentrée sur les hormones jusqu'à maintenant. Moi, je me suis concentré un peu plus sur les aspects neurologiques, où on sait qu'il y a 9 zones différentes dans le cerveau qui expliquent les mêmes symptômes. Donc, ça ne veut pas dire que la médication antidépresseur n'est pas utile, mais quelle est la réalité de cette médication? Si je reviens avec le Ritana, d'accord, c'est que ça va travailler sur l'éveil. Ça rend l'enfant plus disponible aux consignes qu'on va lui donner. OK? L'antidépresseur, ce que ça fait, c'est que toutes les émotions qui peuvent être vécues, on va diminuer l'intensité de la peine, de l'angoisse, de ceci, de cela. Tu sais, on traîne de plus en plus l'anxio-dépression et des antidépresseurs. Donc, on réduit ça. Mais tant qu'on n'a pas changé éventuellement l'environnement de la personne, peut-être qu'elle ne pourra pas changer de travail parce qu'elle a besoin de ce travail-là pour payer son hypothèque et avoir de quoi manger. C'est correct. Mais est-ce qu'on peut lui donner des outils avec la complicité des RH pour que le métier lui permette de pouvoir se réaliser? Quels sont ces hobbies qui lui permettent de pouvoir arriver à être heureux? Tu sais, si je n'avais pas étudié et créé ma carrière comme elle est aujourd'hui, et que j'avais été dans un environnement plus stéréotypé, tu sais, je pense à l'ancienne usine GM pour ceux qui l'ont connue à Boisbriand, et que la fonction que j'avais, c'était de visser des écrous à longueur de journée, qu'est-ce que je fais le week-end pour tolérer l'intolérable pendant la journée? En tout cas, pour moi, j'aurais été vraiment dans une situation... Effectivement, tu sais, mais il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui, pour eux,
c'était stable, ça répondait, la routine était là. Oui. Donc, ça faisait le bonhomme. Et moi, ça aurait été hyper anxiogène. Est-ce que le couple a encore du bon sens? Parce que qu'est-ce que je fais pour que mon couple ait du bon sens? Ça fait quand même pas mal d'années que tu es avec ta conjointe. Moi, ça fait 19 ans que je suis avec la mienne. Mais il y a des moments où c'est compliqué. C'est impossible. Moi, c'est jamais arrivé. Là. Non, nous, c'est vraiment chanceux. Alors, on va te prendre comme héros. Mais, donc, comment est-ce qu'on outille le couple pour lui permettre de mieux communiquer, de manière à ce que les deux soient capables de se comprendre, de s'accueillir et de refaire un choix de continuer ensemble, plutôt d'être tellement désillusionnés à l'intérieur du couple et de rester parce que les enfants sont là, ou éventuellement, je vais rester parce que j'ai pas confiance dans ma conjointe ou dans mon conjoint, donc si je suis pas là, mes enfants vont être mal pris, donc je veux rester absolument là. Tu sais, c'est pas nécessairement mieux. Ou les finances. Ou les finances, exactement. Aussi, comment est-ce que je fais? Donc peut-être que c'est un planificateur financier qui peut aider. Ouais. Donc oui, le symptôme de dépression ou d'anxio-dépression va être là, mais quels sont les outils autres que je peux utiliser pour faire en sorte que la personne reprenne en main sa vie, puisse arriver à développer plus d'autonomie, plus de bien-être. Et ça va se faire en collaboration. On a parlé beaucoup ces derniers mois de P38, qui est la loi qui permet d'interner une personne contre sa volonté. Dans certains cas, c'est probablement nécessaire, mais malheureusement, on a oublié une partie préventive. Nos CLSC, puis ça fait partie des choses que j'ai proposées au gouvernement, puis sont en train de bouger pour l'instant, c'est que l'idée que nos CLSC deviennent des lieux où une personne qui ne va pas bien, un parent, par exemple, qui est à veille de frapper son enfant ou de le secouer, un parent qui est rentré dans de l'agressivité, éventuellement, ça peut malheureusement aller très loin, quelqu'un qui est en train de décompenser sur le plan psychiatrique, qui est un lieu dans lequel il puisse aller se déposer avec infirmière, travailleur social, travailleur de rue. Pourquoi un travailleur de rue? Parce que souvent, c'est les personnes qui vont être les plus appropriées pour faire le lien de confiance avec les personnes en décompensation psychiatrique. D'accord? Ou les CLSC pourraient devenir un lieu dans lequel on permet à la personne de se déposer. On outille le parent qui ne sait plus où aller. La DPJ est utile, mais tous les cas de DPJ ne nécessitent pas nécessairement en fait, une intervention de la DPJ. Il y a des maisons de la famille, mais les maisons de la famille ne sont peut-être pas toujours bien outillées. Donc là, de nouveau, le CLSC pourrait devenir un lieu dans lequel la personne en détresse puisse arriver à se relâcher. Oui. S'il y a besoin de médication, tu as une infirmière praticienne qui a le droit de prescrire. Depuis la loi P67, le projet de loi 67, elles peuvent prescrire ce genre de médication en urgence. Donc, on pourrait avoir un environnement qui est humain et qui va à ce moment-là guider la personne. Mais écoute, pour ton besoin, il y a tel OBNL qui existe dans la région. Il y a telle opportunité qui existe. OK, tu es en train de faire un postpartum. Savais-tu qu'il y avait des organisations bébé poussette ou maman poussette? Donc, de pouvoir arriver à outiller la personne et la réseauter dans des environnements dans lesquels son bien-être... Exactement. Dans lequel la personne... On a moins besoin de l'hôpital. On aurait moins de monde dans les urgences. On aurait moins de monde qui soit interné. Tu sais, ça m'est arrivé d'avoir des patients qui ont été internés juste parce qu'au moment où ils vivaient leur crise, je n'étais pas nécessairement disponible. D'accord? Ou simplement, il n'y avait personne. Donc, à ce moment-là, ils se sont retrouvés avec un emprisonnement pendant quelques semaines dans un asile psychiatrique. Il y a un besoin d'intervention, oui. Mais est-ce que le diagnostic représentait vraiment ce que la personne avait besoin? Pas sûr. D'accord? Oui, on était peut-être avec le gros marteau sur le petit clou, par exemple. Tout à fait, exactement. Puis la détresse, elle est là. Mais la manière dont souvent les hôpitaux psychiatriques fonctionnent, c'est qu'elles isolent complètement, en fait, les personnes, y compris des professionnels qui travaillent sur le côté, qui n'ont pas leur droit de citer. Tu sais. Il y a des avantages et des inconvénients. Il y a peut-être des professionnels qui manquent de rigueur. Mais surtout, il faudrait revenir à une collaboration. Oui. Le psychiatre doit être là. Puis tu sais, j'ai fait ma carrière à l'université dans un département de psychiatrie. Puis si tu savais le nombre de fois que mes collègues psychiatres me disaient: Hey Joël, t'as de la chance, toi. Ah oui, t'as de la chance. Ben oui, toi, tu peux faire de la psychothérapie. Ben oui, t'en fais pas. Non, le système ne me permet pas de faire de la psychothérapie. La seule chose qu'on me demande de faire, c'est de rester avec un patient 10-15 minutes et de prescrire une médication. Alors que, tu vois, il y a des ressources qui devraient être là. Tu as des médecins qui voudraient faire des approches intégrées
peut-être un jour intégrative, pour permettre aux gens d'aller bien. Donc pour ça, il faut le documenter. Et un peu ce que je fais avec mes livres qui, pour l'instant, expliquent la santé mentale et comment est-ce qu'on peut travailler la santé mentale dans les écoles, sans nécessairement jouer le rôle d'un professionnel de la santé. Il y a plein d'activités qu'on peut faire en classe pour développer l'estime de soi, pour développer les ressources psychologiques et autres de nos élèves, pour les amener en fait à être disponibles aux apprentissages. Mais je fais la même chose en parallèle pour les psychologues, pour les psychiatres, pour les médecins, d'arriver à comprendre en fait les aspects intégratifs de la santé mentale pour que le médecin, même s'il prescrit une médication, il sache que, ben, tu sais, mon cher patient, voilà telle chose ou telle chose qui pourrait se faire. Ça se pourrait que le patient dise « Hey, docteur, donne-moi juste une pilule, ça s'arrête là. » Mais si, je reprends l'exemple du TDAH, si mon jeune qui se comporte mal en classe, c'est un début de résistance à l'insuline parce qu'il mange mal, est-ce que ça se pourrait qu'en mettant un Ritalin, où l'enfant bougera peut-être plus, mais il va continuer sa résistance à l'insuline. En fait, et ça va devenir un diabète d'adulte à un âge où on n'en avait jamais auparavant, simplement parce que l'habitude de vie, elle n'est pas adéquate. Donc, si le médecin va trop vite dans son évaluation, parce que le TDAH semble en fait être la chose qu'on voit le plus, ben veut pas, ça va faire en sorte que le médecin va peut-être pouvoir arriver à comprendre l'enjeu au niveau nutritif, comprendre la sédentarisation, comprendre tel ou tel phénomène, par exemple l'apnée du sommeil qu'on retrouve parfois chez les enfants aussi, et d'amener une transformation des habitudes de vie, donner ces ressources-là, ou tout au moins identifier des ressources pour les parents, et peut-être qu'à ce moment-là, on va avoir moins de consommation de psychotropes. Oui, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses hein, J'ai l'air de te décourager. Non, c'est que je vois toute la toile, la grande toile d'araignée, en fait. Puis il y a beaucoup de choses à faire, évidemment, mais chaque pas dans la bonne direction est un pas à prendre, un pas à faire. Tu viens de le dire, tu aimes parler aux professionnels de la santé. Tu vas le faire au Congrès de la santé intégrative. De quelle façon tu inviterais les gens qui nous écoutent à participer à cet événement-là? Je te pose une question qui est un peu plus large. Je ne pose pas cette question-là à tous les invités qu'on a en podcast, mais je sais que tu l'as vécu, toi, le congrès, à plusieurs reprises. Tu es intervenu aussi dans le passé. Tu es un des rares, en fait, là, qui vont réintervenir au congrès. Comment est-ce que tu le décrirais? Comment tu inviterais les gens à participer à ce genre d'événement-là, considérant que ce sont des professionnels de la santé? Mais je crois qu'il y a deux choses. Premièrement, il y a de plus en plus de professionnels de la santé qui sont de plus en plus vers une dynamique de burn-out parce qu'ils n'aiment plus la manière dont on leur demande de traiter les patients et qui sont à la recherche d'alternatives. Et l'autre chose, c'est que je ne peux pas, comme professionnel de la santé, encourager mon patient à faire telle ou telle chose si je ne sais pas que telle ou telle chose existe. Donc, ça veut dire que d'aller me ressourcer à l'intérieur d'un congrès, de voir comment d'autres professionnels qui sont dans ma corporation ou dans d'autres corporations peuvent vivre justement un souffle nouveau dans la pratique d'intervention en santé, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. La deuxième chose, c'est d'arriver à comprendre. Tu sais, moi, je ne connais pas grand-chose en hormones. Donc, d'aller m'asseoir dans une conférence où on est en train de m'expliquer comment les hormones sont en train d'influencer un certain nombre de choses, OK, ça m'aide à comprendre. Alors, mon regard neuroscientifique va commencer à bouger beaucoup, mais c'est certain que oui, les hormones, elles sont là, mais comme je disais, je les connais moins. Donc, de pouvoir arriver à le faire. Combien de femmes sont médicamentées avec des antidépresseurs parce que c'est un problème hormonal, alors que le problème, c'est un problème hormonal, pas un problème nécessairement. Oui, il y a des humeurs dépressives, mais si je ne le sais pas, je risque peut-être de mal conseiller la personne que j'accompagne. Donc, le fait d'arriver à comprendre toutes les différentes pièces de casse-tête qui font la beauté de la santé et du bien-être, ça fait en sorte que je peux arriver à voir, OK, mais pour tel patient, ben oui, mais plutôt que de faire ça, je peux faire ça. Plutôt que de faire ça, je pourrais faire ça. Et de commencer à mieux comprendre, en fait, les différentes pièces du casse-tête. Et en bout de ligne, ben, je vais peut-être avoir un réseau. Parce que si j'ai d'autres personnes qui fonctionnent avec une volonté intégrative dans l'intervention et je me rends compte qu'il y a telle ou telle personne qui souhaite le faire aussi, d'une part, je ne suis plus tout seul, donc je ne me bats plus
avec l'impression d'être le seul à ramer, mais je vais peut-être être capable de pouvoir dire, hey, je pourrais envoyer du monde chez telle personne, je pourrais envoyer référer à telle personne, je pourrais référer à telle personne. Et donc, à ce moment-là, on se crée des réseaux où on va pouvoir proposer à des patients des alternatives à l'unique médication. Donc, prendre de la distance face à ce casse-tête-là. Faire un casse-tête à 10 cm versus à 60 cm, c'est une autre vision. Puis ça amène, je pense, effectivement, cette vision-là, cette collaboration-là possible. Merci. Merci pour cette réponse-là. Et merci pour cet entretien. Un grand plaisir. Très authentique aussi. Ça fait du bien. C'est toujours un plaisir de te voir. Et ce sera un plaisir de te revoir en personne aussi dans quelques semaines, quelques mois là, au Congrès de la santé intégrative. Avec grand plaisir. Je te remercie.